je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des lectures que j'ai lues. Et là, on va écrémer pas mal de suites, que ce soit en manga, en roman ou en BD. Parce qu'on a eu énormément d'arrivages à la médiathèque. Du coup, là, ça va être assez rapide, enfin j'espère, puisque ce sont des 2, 3, 4, enfin bref, comme je viens de vous le dire, ce sont des suites. Donc je vais pas tout vous refaire, je vais juste vous dire si la série continue à m'intéresser ou pas. Voilà. Alors, commençons avec les mangas. Donc j'ai lu Blissful tome 5. En gros, pour vous résumer l'histoire, c'est l'histoire d'un mariage arrangé. On doit être autour du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Et dans une région d'Asie, je dirais quelque chose comme le Népal, voilà, ou en Mongolie, je sais pas trop, je m'y connais plus assez. Entre deux jeunes gens qui sont très différents, mais qui vont finir petit à petit par s'intéresser l'un à l'autre en découvrant les passions de l'autre, tout simplement. Le jeune homme, lui, il est vraiment à fond dans la médecine, dans les plantes, dans identifier pour soigner son entourage. Et la jeune fille, elle est plus, elle, dans les pigments, la teinture, la broderie, ce genre de choses. Et petit à petit, les deux vont se rejoindre. Et là, on arrive à un événement assez important puisque on arrive enfin à leur mariage au bout de 5 tomes. Donc voilà, en gros, le tome 1, vous avez le pacte, vous avez la décision des deux familles de les marier, mais elle reste plusieurs mois avec sa belle famille pour voir justement si ça peut matcher avec son futur mari, et c'est le cas. Donc le mariage, la cérémonie a lieu dans le tome 5, celui-là que j'ai lu, et on continue dans la lancée de ces mignonnets, ces choupis, c'est un doudou quoi. Bon, on n'apprend pas énormément de choses. C'est bien qu'il y ait des petits, des fois, comme je vous ai dit, il y a des plantes et tout, donc on apprend certaines choses, mais c'est vraiment pas une lecture que tu lis pour t'enrichir spirituellement ou culturellement, c'est vraiment une lecture doudou pour moi personnellement. Un peu dans le même esprit, j'ai lu Bride Story, tome 7. Pareil, on est un peu dans les mêmes zones géographiques à peu près à la même époque, sauf que dans Bride Story, on suit justement plusieurs histoires différentes. La première qu'on rencontre, c'est une jeune femme de 20 ans qui va se marier avec un jeune homme qui doit avoir 12-13 ans. L'écart d'âge, c'est aussi un mariage arrangé, l'écart d'âge est énorme, mais là dans le tome 7, on suit un autre style de mariage. C'est un mariage qui est déjà consommé, qui ont un enfant et tout, et on est dans une culture plus, comment dire, islamique, enfin, plus autour de l'islam, puisque les femmes sont voilées et les hommes, enfin, il y a la culture d'avoir plusieurs femmes, ils vont dans les hammams et tout ça, donc bref, c'est plus vraiment la même culture qu'on suivait au début, mais c'est tout aussi intéressant et il y a des questionnements qui peuvent se faire parce que nous, en tant qu'occidentaux, on ne voit pas les choses de la même manière. Elle a l'air d'être heureuse de vivre dans sa maison quasiment enfermée, mais en fait, euh, c'est un choix sans vraiment l'être parce que justement, dans leur religion, les femmes ne doivent pas montrer leur visage à d'autres personnes que leur famille. Donc du coup, par exemple, un des personnages qu'on suit aussi, qui est un peu itinérant, va arriver dans cette famille, mais ne va jamais rencontrer cette femme, parce qu'elle a la flemme de se voiler, elle préfère se cacher, rester dans son aile de la maison, plutôt que de venir voir cet hôte et de voir être voilée et tout. Elle va se voiler par contre pour aller justement au hammam entre femmes, et à la fin, dans le hammam, évidemment, tout le monde est nu et tout, mais hum, c'est une culture différente de la nôtre, donc du coup c'est intéressant de regarder et l'histoire d'amour en elle-même est aussi intéressante parce que il y a énormément de respect entre les deux époux et ça nous montre une autre manière de fonctionner, donc c'est intéressant. Franchement, j'ai été surprise de cette lecture. Je continue avec Spy X Family, tome 10. Je sais pas si je dois vous la présenter parce que cette histoire, on en entend beaucoup parler. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a le don de voir les pensées des gens et qui va se retrouver être adoptée par le plus grand espion de son pays. C'est un peu la guerre froide entre les deux pays, le camp de l'Est et le camp de l'Ouest. On se croirait un peu en Allemagne, il fut un temps. Et donc lui, c'est un espion et son but justement, c'est d'avoir des renseignements sur une personne. Et donc il va adopter cette petite fille pour qu'elle aille dans l'école avec le fils de la personne qui doit espionner. Et enfin bref, c'est assez intéressant parce qu'il y a d'autres histoires qui vont se mêler à celle-là, justement pour que ça fasse plus crédible et famille idéale.
il va faire un faux couple avec une femme qui est, elle, une tueuse à gages, mais les deux ne savent pas le réel métier de l'un de l'autre. Et voilà, c'est mignonnet comme tout. Enfin, mignonnet non, parce qu'il y a pas mal quand même de bagarres, de sang, de bordel à tous les coins de rue. Mais l'histoire en elle est choupie parce qu'on a énormément le point de vue de la petite et son investissement dans la mission d'espionnage de son père, et à l'inverse de garder le secret du boulot de sa mère, parce que comme elle lit dans les pensées, sa mère adoptive, sa belle-mère, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle, mais la belle-mère, elle fait tout pour pas qu'on sache son métier, alors que elle est pleine de sang, nanani, nanan, enfin bref, c'est assez drôle, voilà. C'est plus drôle et humoristique, burlesque que choupi, mais ça se lit très facilement, c'est très divertissant. J'ai lu Nomo comme début, le tome 2 aussi. Pour le coup, là, c'est plus l'histoire d'un jeune homme qui écrit des haïkus, qui est très introverti et qui est assez fan d'une jeune fille qui est... alors, je sais plus si c'est YouTube, TikTok ou Insta et tout, mais c'est une influenceuse assez importante, Smile, mais elle garde toujours son masque parce qu'elle a elle a des dents un peu en avant comme un castor, enfin bref, elle aime pas son sourire. Donc je crois que sur Insta et tout, elle met des filtres pour pas que ça se voit, mais dans la vraie vie, du coup, elle garde toujours le masque comme on a vu là pour le coco pendant des années. Mais au Japon, c'est culturellement plus présent que chez nous. Donc voilà, et une petite amitié va se lier entre l'un et l'autre parce qu'ils vont vouloir aider un papy à retrouver un objet et retrouver la mémoire et tout et tout. Et dans ce tome 2, du coup, on approfondit la relation, bien qu'il y ait une petite cassure. Et j'ai hâte de lire la suite pour voir ce qui va se passer ensuite, parce que je veux pas que ça reste comme ça, c'est trop triste. Je veux une happy end. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur cette lecture-là. J'ai beaucoup hésité à faire cette lecture. J'ai un collègue qui m'a convaincue de continuer. J'ai continué The Promised... J'arrive pas à le dire. The Promised Neverland, tome 9. Bon, si vous connaissez pas l'histoire, c'est au début, vous êtes dans un orphelinat, vous avez énormément donc d'enfants, mais c'est un orphelinat pas comme les autres parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir dans un certain périmètre. Ils ont un code barre tatoué sur le cou et ils passent leur journée dans leur orphelinat bucolique, nanani nanana, entouré d'une grande forêt, mais surtout ils cravachent beaucoup, on leur stimule énormément le cerveau et je pense pas que c'est un gros spoil en vous disant ça puisqu'on en apprend ça dès le tome 1. En fait, on découvre petit à petit que ce n'est pas un orphelinat, en fait c'est une réserve à manger pour les démons, c'est une ferme tout simplement. Puisque les démons sont très effrayants des humains, en fait cet orphelinat n'est ni plus ni moins qu'une ferme où on élève du bétail et à la fin, les enfants croient qu'ils sont adoptés, mais en réalité ils ne sont pas adoptés, ils sont juste mangés. C'est pour ça qu'ils ne reviennent jamais à l'orphelinat. Voilà, c'est très gai, c'est très joyeux et on découvre du coup un trio, les 3 plus intelligents de cette ferme, qui vont décider qui vont se rendre compte de ce secret, qui vont décider de s'évader et d'emmener tous les enfants, parce qu'ils les considèrent comme leurs petits frères, leurs petites sœurs, d'emmener tout le reste de la ferme avec eux. Et voilà, il y a des choix qui vont être faits. Et donc arrivé dans le tome 9, sans spoiler, il y a des événements assez graves qui arrivent et assez intéressants. Et je pense que du coup, je vais continuer cette lecture, mais très clairement, elle n'est pas pour les âmes sensibles. Rien qu'au niveau du graphisme, tout ce qui est démons et tout ça, c'est assez horrifique. Donc faut pas être sensible pour lire cette lecture. En plus, comme je vous ai dit, le thème abordé est pas super quoi. Clairement, voir des enfants se faire déchiqueter par des démons, c'est pas la joie non plus. Donc je vais continuer à la lire, mais je vais essayer de prendre de la distance parce que c'est clairement pas une lecture doudou et voilà. Alors, ceux que je vous parlais avant, je les avais empruntés à la médiathèque puisque c'était nos nouveautés. Là, c'est pas le cas. C'est des suites que j'ai achetées, Love Mix-Up tome 2 et tome 3. Comme je vous ai dit précédemment, j'ai lu rapidement le tome 1 et je voulais comprendre où allait l'auteur. Et en fait, je vous explique la petite histoire. C'est ce jeune homme qui, lors d'un examen, demande la gomme à cette jeune fille
ce jeune homme est amoureux de cette jeune fille. Et quand il va récupérer la gomme de celle-ci, il va se rendre compte qu'il y a écrit Ida avec un petit cœur sur la gomme. Ida, c'est ce jeune homme. Et du coup, il va se rendre compte que celle qu'il aime est amoureuse d'un autre. Sauf que la gomme tombe par terre et Ida, qui est juste ici, va récupérer la gomme et va lui rendre. Et donc on va penser que c'est lui qui est amoureux de lui et non pas elle. Enfin bref, c'est un petit triangle amoureux comme ça, assez intéressant et assez drôle, je dois dire. Parce que du coup, il y a un énorme quiproquo entre ces deux jeunes gens. Et je vous disais dans ma précédente update que j'avais un petit questionnement. Et ce questionnement reste toujours, mais après justement, je me demande si ce questionnement n'est pas un peu de ma faute parce que j'ai des idées, des concepts en tête assez... Voilà. Mais j'ai un gros questionnement sur la relation justement entre ces deux personnages parce que il y a un rapprochement et j'en suis la première contente, j'adore ça. Mais la façon de penser de Ida me perturbe énormément en fait. J'ai l'impression qu'il ne s'est jamais intéressé à lui, il n'a jamais fait d'introspection, donc en fait, enfin je sais pas, mais il s'est jamais... Qu'un garçon lui fasse une déclaration d'amour, ça lui pose pas de problème, et c'est cool, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas d'avis. Et c'est ça qui me pose problème, parce que ce soit la sexualité, la bisexualité, l'homosexualité ou l'hétérosexualité, au bout d'un moment tu te poses des questions, tu te dis, bah je suis peut-être plus ça, je suis peut-être plus ci, et lui pas du tout. Donc, en fait, tout son cheminement à lui, à Ida, c'est c'est la première déclaration d'amour qu'on me fait. Je sais pas si je suis intéressée par lui ou pas. Donc, je vais essayer de creuser, voir si ça m'intéresse ou pas. Mais je sais pas. Maga, tu t'es jamais demandé si t'étais hétéro, homo, bi En fait, il y a ce côté hyper sérieux en mode, comme je sais pas, je vais pas dire non, mais je vais pas dire oui. Et un peu à la manière d'un scientifique, du coup, il essaye de disséquer l'affaire, d'analyser, voir si c'est possible, si c'est pas possible. Et c'est hyper chelou parce que on n'est pas du tout dans l'émotionnel alors que clairement l'autre c'est totalement l'inverse, c'est totalement dans l'émotionnel et du coup c'est pour ça que j'ai un peu de mal à appréhender Ida parce que je comprends pas. Genre tu t'es jamais posé de questions, est-ce que t'étais plus intéressée par les filles, par les garçons ou pas intéressée du tout? Enfin non, apparemment il faut attendre qu'il ait une première déclaration d'amour pour qu'il se demande si oui ou non ça l'intéresse. je comprends pas, mais du coup voilà. Mais j'ai quand même hâte de voir la suite. Je crois que le tome 4 sort en avril et je vais l'acheter parce que je veux comprendre cette relation, où elle va. Voilà. Donc je recommande cette lecture parce que vous aussi, si vous l'avez lu, mettez en commentaire votre conclusion parce que je suis perplexe, intriguée et du coup voilà. Je me suis clairement fait influencer par, je crois que c'est Thibou, une youtubeuse. Je l'ai vue sur une de ses stories et je me suis dit pourquoi pas. My Happy Mariage. C'est l'histoire de cette jeune fille qui vient d'une très grande famille, d'une belle lignée de personnes avec des pouvoirs magiques, mais qui, elle, malheureusement, n'en a pas. C'est l'aînée de sa famille. La deuxième, sa jeune sœur, elle a des pouvoirs et est clairement la favorite. C'est un peu en mode Cendrillon, hein. Du coup elle est reléguée, comme elle n'a pas de pouvoir, à être la servante de sa famille, mais la famille de celui-ci qui est aussi des nobles de haute lignée demande une des filles en mariage et vu que il sait que le père de cette jeune fille sait que cette famille refuse toutes les prétendantes qui se sont présentées, mais ils n'ont pas le droit de refuser de présenter une de ses filles. Il ne veut pas présenter sa petite chouchoute, la petite blonde, donc il préfère envoyer celle-ci en mode de toute manière elle sera refusée et puis je m'en fous d'elle, même si lui a une réputation d'être odieux, cruel et tout et tout. Du coup, il envoie celle-ci, sauf que celle-ci se rend compte qu'en fait, ce mariage est sa dernière chance parce que sa famille l'envoie un peu comme un agneau en sacrifice et lui dit de toute manière de ne pas revenir à la maison parce qu'il ne veut pas d'elle, il l'aime pas, il la déteste même. Donc, du coup, elle arrive chez ce prétendant en se disant, de toute manière, quoi qu'il fasse, même s'il est cruel, horrible, violent et tout, j'ai pas le choix, je dois rester dans cette maison parce que sinon je finis à la rue. Donc, elle va avoir un rapport à lui de soumission, de complaisance et tout.
qui va énormément surprendre ce jeune homme parce que lui aussi est haut placé, il est très noble, et du coup il a l'habitude que les femmes qui viennent chez lui pour proposition de mariage et tout soient très superficielles, riches, arrogantes, orgueilleuses et tout, alors que lui, dans son caractère, il a un mauvais caractère certes, mais il vit une mine plutôt simple dans une petite maison, pas hyper agrémentée, pas hyper riche, voilà. Et donc du coup, les autres filles qui se sont présentées ont toujours été méchantes, orgueilleuses, et par exemple, il a une vieille nounou avec lui qui lui sert justement de domestique, mais c'est sa nounou à lui depuis tout petit, donc il veut pas la virer, et les autres lui ont fait la misère parce que c'est une petite vieille. Alors que elle, au contraire, va l'aider à faire les tâches domestiques, elle va être investie dans la maison, enfin plein de choses, parce qu'elle a été habituée justement à la domestication. Et donc du coup, un espèce de lien va se créer. Là pour le moment on est encore un peu dans de l'amitié, parce qu'il va se rendre compte qu'elle n'est pas comme les autres filles qui se sont présentées à lui, et du coup il va faire des recherches pour comprendre pourquoi cet aîné de la noblesse n'a pas un comportement de noble, a un comportement plutôt de roturière, et petit à petit voilà, l'un et l'autre vont s'intéresser, vont se rendre compte que la réputation de l'un et de l'autre ne sont pas forcément vraies, bien au contraire. Et donc là, c'est que le tome 1, donc on a juste le début d'une amitié, mais vu le titre, on se doute que ça va aller plus loin. Donc, Mythe de Cendrillon, clairement revisité, et j'ai bien aimé, j'ai hâte de lire la suite pour voir vers où ça va, et puis voilà. J'ai oublié de vous parler d'une autre nouveauté de la médiathèque, mais alors du coup ça c'est pas une suite, c'est un tome 1. J'ai lu Soloist in a Cage. C'est l'histoire d'une prison, en fait c'est une ville-prison, tellement qu'il y a de criminels. C'est pas vraiment dans notre monde réel, mais voilà, il y a tellement eu de criminalité que une ville entière a été emmurée et maintenant c'est une prison. On y met tous les criminels, et puis voilà, très clairement, la vie se fait dedans, mais pas de manière très joyeuse. On va suivre deux personnes, en l'occurrence une jeune fille qui est dans un immeuble et qui se cache parce qu'elle a un bébé avec elle, elle a son petit frère, et malheureusement dans cette ville, c'est pas la joie, et les enfants sont enlevés, violés, torturés, esclavagés, voire tués. Donc du coup, elle se cache avec son petit frère dans cet appartement, et elle a l'énorme chance d'avoir des voisins, 3 lascars, qui, dont un est assez important, font beaucoup de boulot nanani nanana pour avoir à manger, et donc le chef de cette clique, malgré que ce soit de malotru, hein, sont des criminels, à chaque fois gardent toujours un peu de leur récompense, de leur nourriture pour le poser devant l'appartement de cette jeune fille, et donc du coup elle vit grâce à la charité des criminels du palier d'en face. Donc une relation un petit peu épistolaire va se faire entre ces deux protagonistes-là, jusqu'à ce que les 3 lascars décident de s'évader. Et elle le comprend très bien, puisque je pense qu'elle entend les conversations dans les cloisons, et elle va décider de sortir son petit frère et elle de cette situation, et donc de suivre les 3 criminels. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, et cette histoire, c'est une histoire de famille, de vengeance, de représailles. Au début, je pensais que ça allait être quelque chose d'assez beau, parce que ça allait être un univers sombre, mais une lumière allait en sortir. Et au final, non. Clairement pas. C'est vraiment une histoire sombre, et on reste dans l'obscurité, hein. La jeune fille, elle va grandir et tout, mais son objectif, du coup, ne va pas être du tout auquel je m'y attendais. Enfin, quand je regardais la couverture, je me disais, cool, elle va s'en sortir, elle va devenir nanana. Ah, que nini. Voilà, donc, encore une fois, c'est une lecture qui n'est pas une lecture doudou. C'est une très bonne lecture, hein, mais faut s'accrocher, parce que clairement, on est clairement dans une question de revanche, de vengeance. Il y a des assassinats, des kidnappings, des... Ah ben là, on est dans la criminalité au top, hein. Rien à voir avec Blissful ou Nomo comme des bulles. Rien du tout. Alors, je suis désolée si dans la vidéo vous entendez un peu que je parle du nez, mais nous arrivons tranquillement au mois de mars, et qui dit mois de mars dit rhume des foins, donc les vidéos vont sûrement maintenant être un
petit peu accompagné de ce petit rhume pendant tout le mois à venir. Voilà, ça va être joyeux, mais bon, on va faire avec. Dernière lecture que je souhaite vous parler dans cette vidéo, c'est ACOTAR, tome 3, donc Un palais de cendres et de ruines, si je ne me trompe pas. Je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire, mais je vais vous le résumer. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit... c'est un conte revisité de La Belle et la Bête. C'est une jeune femme qui vit avec ses deux sœurs et son père. Son père est marchand et ses deux sœurs sont un petit peu des pestes. La considère un peu comme... pas comme leur bonne à tout faire, mais en gros... elles ont été fortunées à un moment et quand elles vont perdre leur argent, au lieu de s'investir dans la famille et tout ça, elles vont laisser leur petite sœur justement faire tout le travail, aller à la chasse et tout, pour les nourrir et les sustenter. Mais un jour, il va arriver un phénomène qui va faire que Fer va traverser le mur, va aller vivre avec les Faé et va devenir l'épouse d'un grand seigneur Faé. Et le souci dans ce monde-là, c'est que les Faé et les humains ne s'aiment pas. Il y a justement ce grand mur qui les sépare parce que il y a eu des guerres, il y a eu de l'esclavage, il y a eu pas mal de problèmes entre ces deux espèces. Donc les deux espèces se vouent une haine assez prononcée. On arrive au tome 3, énormément de choses sont arrivées. On est très loin du tout début. Les intrigues ne sont plus du tout les mêmes et sont assez intéressantes. Les personnages, pareil, ne sont plus les mêmes, sont énormément plus développés. On a plein de nouveaux personnages secondaires qui sont arrivés et qui sont hyper intéressants. J'essaye de pas spoiler du coup, mais les protagonistes, les deux, voilà, donc Fer et son amoureux maintenant, enfin son mari même, j'aime bien leur relation, mais il y a énormément de choses qui m'énervent quand même dans cette dite relation. Et j'ai un gros souci avec le syndrome du sauveur. Les deux, hein, que ce soit elle ou lui, ils veulent toujours se sacrifier, ils veulent toujours sauver les autres et ne pas laisser le retour se faire. Tu vois, quand les autres veulent les aider, non, c'est à moi de me sacrifier. Ça fait le 3e tome, les gars, au bout d'un moment, on arrête les conneries. S'il y en a d'autres qui sont capables d'aider, vous les laissez aider. Voilà, chacun met la main dans la pâte. Merde, faut d'équité. Et du coup, voilà, moi c'est ça le gros reproche, c'est que là ça commence à m'agacer. Je sais que j'en ai encore 2 autres à lire. Un palais de glace et de lumière ou de lumière et de glace. Et puis un palais de flamme d'argent. Et je sais que flamme d'argent, ça part sur un autre couple. Donc je vais peut-être être ça. Enfin sauvée. Mais du coup, voilà, j'aime... Oula, ma voix est pas en couille. Du coup, voilà, j'aimerais que cette relation continue, avance, prospère, mais qu'on arrête de se sacrifier à tout va, qu'on respire un peu. Parce que là, je commence à en avoir ras-le-bol des guerres de sacrifices, des nanani, des nanana. Laissez-moi respirer, clairement. Donc voilà le petit bilan des lectures que j'ai fait récemment. Je sais pas si vous en avez lu ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires avec moi. On pourrait dire ce que vous avez aimé ou pas sur ces œuvres, si vous souhaitez les lire, si je vous ai donné envie de les lire. Il n'y a pas de problème. Il y a l'espace commentaire pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, merci infiniment de liker. Ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous continuez vos lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.